Salut les Fremen. Ouais, salut. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que plutôt que de vous parler d'un personnage, là on va carrément vous parler d'un livre, Les Enfants de Dune. Ouais, j'ai fait un super texte. Non, je l'ai pas pris ton texte. Franchement, c'était du n'importe quoi. Tu menaces les Nations Unies, après tu parles de ce que t'as fait avec la fille du boulanger, et puis je crois même que t'as écrit tu crains paquette je sais pas combien de fois. Tu l'as écrit au moins une quinzaine de fois. Ah. On la refait, attends, je t'attends là-bas. Bah ouais, non, j'ai repris mon texte. Bon, accrochez-vous les Fremen, c'est l'heure des Enfants de Dune. Nous sommes en 10210. Suite à la mort de sa concubine Chani, Muad'Dib a préféré disparaître dans le désert. Il a laissé pourtant 2 enfants derrière lui, 2 jumeaux, Leto et Ganima. Il a à peine eu le temps de les baptiser et ensuite, Muad'Dib, l'empereur aveugle, a disparu dans le désert. Non mais pauvres enfants, leur père est un fantôme et leur mère a fait du porno. Non mais les pauvres. Mais Choco, là, mais de quoi tu parles? Pas des enfants pélissards. Mais Choco, on parle des enfants Atréides, nous. Ah, j'ai mis une musique triste et tout, là. Ah ouais, désolé. Alors, les enfants Atréides, Leto et Ganima, bah c'est tante Alia, la sœur de Muad'Dib, qui s'occupe d'eux. Elle se charge de leur éducation, mais les enfants sont la plupart du temps au siège et sont très rarement au palais. Et ouais, cette chère Alia qui a épousé notre cher ami Duncan Idaho et qui de plus maintenant se retrouve régente de tout l'Imperium en attendant que les enfants soient en âge de diriger. Ouais, mais il y a comme qui dirait un cheval de Troie dans tout ça. Un cheval de Troie, Choco? Bah oui, Papy Harkonnen. Oui, justement, Papy Harkonnen est de retour, mais comment se fait-il? Alia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alia en fait? Eh bien, la pauvre, elle a été victime de sa propre malédiction. Alia est, comme qui dirait, une bizarrerie. Elle a tous les pouvoirs, toutes les capacités d'une révérende mère, et ça depuis sa naissance. Pourquoi cela? Eh bien parce que quand Dame Jessica a bu l'eau de la vie, pour pouvoir devenir pleinement une révérende mère, elle était enceinte. Et donc la transformation que Jessica a subie, Alia l'a subie également. Mais pour simplifier au maximum, Jessica, elle avait comme qui dirait une formation pour pouvoir s'en sortir face à ça, pour pouvoir gérer. Alia n'en avait pas, c'était qu'un tout petit bébé. Et au fur et à mesure de son enfance et du début de son adolescence, c'était un combat au jour le jour pour ne pas succomber à toutes ces voix intérieures qui exigeaient de lui parler, voire même de prendre le contrôle. Pour les jumeaux Atréides, c'est à peu près identique, en quelque sorte. Disons qu'eux, ils ont baigné dans l'épice quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Ce qui s'est passé plusieurs années auparavant, c'est que Chani, la concubine de Muad'Dib, ne pouvait pas avoir d'enfant. Suite à une conspiration du Bene Gesserit, elle était devenue infertile. Et pour justement pallier à ça, Chani elle a pris un vieux remède Fremen, où elle devait consommer énormément d'épices. Ce qui fait que les enfants en ont été saturés quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Tout comme Alia, elle, a été saturée par l'épice quand sa mère a bu l'eau de vie, quand elle était elle aussi dans le ventre de sa mère. Un jour, quand elle avait consommé énormément d'épices, il s'avère que là, elle a subi un assaut vraiment violent de toutes ses voies intérieures et elle a été
protégée. Quelqu'un est venu la protéger. Le baron Harkonnen, son grand-père. Alors, il lui dit simplement, bah voilà, on va faire un petit marché tous les deux. Moi, je te protège de tous les autres. Et toi, en contrepartie, bah, tu me laisseras te posséder de temps en temps, quand par exemple tu seras dans les bras de ton amant. Bah oui, parce qu'Alia, en plus, elle a un amant. Elle trompe Duncan. Non mais quelle salope! Ensuite, ben voilà, au fur et à mesure du temps, bah, ce qui était que des petits conseils et des petits messes basses, ça a fini par devenir un contrôle total, mais vraiment un contrôle total. Alia se avance de manière masculine, elle est très agressive et de plus elle a commencé à prendre beaucoup de poids. 9 années passent et les enfants ont bien grandi. Ce sont toujours des enfants, mais en fait ce sont des adultes dans des corps d'enfants. Ils ont des connaissances faramineuses. De plus, petit détail amusant, ils aiment bien parler en français pour ne pas se faire comprendre des autres. De plus, le visage d'Arrakis change. Le rêve de Liet-Kyne devient réalité et il commence à y avoir des lacs, des rivières, des oasis, des jardins. On parle même de noyades. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose d'absolument inédit, la noyade sur Arrakis. De plus, les Fremen de la nouvelle génération commencent à déplaire, parce qu'ils sont pas aussi organisés que les anciens, qui étaient très à cheval sur, par exemple, comment mettre son distil et ce genre de choses. La nouvelle génération, eux, ils s'en foutent un petit peu. Ils ont même du mal à s'imaginer qu'autrefois, Arrakis, c'était simplement un désert avec rien d'autre autour. Ça déplaît fortement à l'ancienne génération, comme je le disais, parce que eux, ils ont la nostalgie du désert, et le désert recule, et il y a moins en moins de vers des sables. Et ça, c'est un petit peu inquiétant, parce que s'il n'y a plus de vers des sables, il n'y a plus d'épices. Alors, là, il y a, pour la 9e année, quelque chose d'inhabituel qui va arriver, puisque Dame Jessica, la grand-mère des enfants, va venir les voir. Et ça, Alia, Alia flippe, puisque elle sait que sa maman, elle est retournée chez les Bene Gesserit, et elle sait aussi que elle va tout de suite griller que sa fille, elle est possédée. Et puis il y a le prêcheur. Alors le prêcheur, on ne sait pas exactement qui il est, c'est un aveugle qui a surgi du désert. Alors ça c'est plutôt rare parce qu'en général les Fremen aveugles, on n'en croise pas. Le seul Fremen aveugle connu, c'est Muad'Dib. Et donc tout le monde pense que ce prêcheur, ce serait Muad'Dib qui est revenu du désert. Et pourtant ce prêcheur ne mâche pas ses mots sur l'Imperium, sur Alia, sur la religion de Muad'Dib. Il crache sur tout le monde, mais personne n'ose le toucher. Il est charismatique et c'est peut-être Muad'Dib. Pendant ce temps, sur la planète Salusa Secundus, les Corrinaux, les anciens membres de la famille royale, les déchus, eh bien, ils complotent pour faire assassiner les jumeaux Atreides. Pour ça, ils ont dressé 2 tigres, 2 gigantesques félins capables de pouvoir survivre dans le désert, et ils les ont dressés à bouffer les 2 victimes particulières, à savoir les jumeaux. Alors, Vencisia Corrino, c'est la petite sœur de Irulan Corrino qui est la femme de Muad'Dib, bien que ce soit un mariage blanc, et Vencisia, elle a des grandes ambitions pour son fils. Elle le voit empereur, après tout c'est le petit-fils de Shaddam-Kat, l'ancien empereur de l'Imperium. Donc elle a fait ce plan des tigres sans en parler à son fils, parce que pour l'instant elle trouve qu'il est un petit peu trop prude, un petit peu prêchi-prêcha, pas encore, il est encore un peu faible, il a besoin de s'endurcir. Donc c'est Vencisia avec son Bashar, Tchekanik, qui organise ce complot avec les tigres afin d'assassiner les jumeaux Atreides. Vencisia mettra ensuite le prince au courant une fois que ce sera accompli. Attends, il y a un truc que je comprends pas. On veut nous faire croire que elle, c'est la petite sœur de elle. Mais attends, elle est carrément plus vieille pourtant.
Oui, mais Choco, faut pas oublier que Vencisia, elle est sur Salusa Secundus, où elle est exilée avec sa famille, alors que Irulan est sur Arrakis, où l'épice est absolument partout. Donc forcément, et c'est pour ça que Irulan paraît beaucoup plus jeune. De plus, Irulan, elle a eu une formation Bene Gesserit. Je ne pense pas que Vencisia en a eu une. Ah d'accord, c'est pour ça. J'ouvre aussi une petite parenthèse sur le Bene Gesserit qui ont toujours des idées un peu cheloues, puisque bien que le programme génétique Kwisatz Haderach est censé être arrêté, non, elle continue leur dossier génétique et elle pense que éventuellement, si le frère il faisait un enfant avec la sœur, ou peut-être à la limite si le frère il faisait un enfant avec la tante, c'est bizarre. Et en plus il y a la grand-mère qui vient, donc waouh, ça donne des frissons dans le dos tout ça. Dans le désert, Leto et Ganima échappent de peu à la catastrophe. En effet, ils jouent à un jeu qu'il s'appelle le jeu des parents. Choco, t'as un commentaire? Non, j'ai rien dit. Ok, donc il s'agit de se faire posséder. Et comme les jumeaux ont aussi accès à la mémoire seconde, du moins en partie, eh bien ils accèdent au souvenir de leurs parents et ils deviennent leurs parents. Donc Leto devient Muad'Dib et Ganima devient Shani. Et ils essayent justement, en devenant ces personnes, de pouvoir avoir les réponses aux questions qu'ils se posent. Malheureusement, à un moment, ça tourne mal parce que Shani refuse de redonner le contrôle à Ganima. Elle veut rester. Et d'ailleurs, elle demande à Paul, le Paul qui a possédé le jeune Leto, d'en faire autant. Mais c'est hors de question. Et c'est avec beaucoup d'efforts de la part de Leto, de Ganima, et aussi de la mémoire seconde de Muad'Dib, que Shani accepte de lâcher prise et que Ganima puisse reprendre possession d'elle-même. Depuis ce moment-là, plus jamais ils ont rejoué à ce jeu des parents. Ensuite, un soir, Leto se balade avec Stilgar. Et déjà, il lui explique, il lui fait voir un endroit, il lui dit écoute, regarde, tu vois l'endroit qui est là, ça c'est l'endroit où je vais mourir. Bon alors Stilgar déjà, qui est superstitieux de ouf, on reviendra plus jamais par ici, on évitera d'aller par là, c'est tout. Bon, Leto essaye quand même de lui expliquer que voilà, il a 3 choix qui s'offrent à lui, à Leto. Hein. Le premier choix, c'est donc de faire assassiner sa grand-mère, afin de bien asseoir le pouvoir des jumeaux Atréides sur l'épice et sur Arrakis. La deuxième solution serait qu'il épouse Ganima et qu'il ait un enfant avec elle, de manière à ce que le pouvoir ne soit commun des Atréides, voilà, aucune alliance. Là, Stilgar il lui fait comprendre, écoute, tu fais ça, nous on te défonce. Peu importe qui tu es, on te défonce. Mais de toute façon, c'est pas dans les projets de Leto ni de Ganima. Et donc, en troisième possibilité, il y a le chemin doré. Alors là, il va falloir vous accrocher un petit peu. Je vais essayer de simplifier au maximum, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, je vous envoie sur le magicien d'Oz. Vous voyez, Dorothy, elle doit suivre la route de Brique Jaune pour pouvoir rentrer chez elle. C'est le seul moyen. Si elle quitte la route de Brique Jaune, elle ne rentrera jamais au Kansas. Alors, c'est pareil pour le chemin doré en quelque sorte. C'est le chemin que doit prendre non pas une seule personne, mais l'humanité tout entière. C'est la direction que doit prendre l'humanité. Si l'humanité ne prend pas ce chemin, voilà, il arrivera un problème au bout d'un moment et ça sera la fin de l'humanité, telle que nous la connaissons en tout cas. Et peut-être même la fin de l'humanité tout court. Pour cela, donc, Leto sait qu'il va devoir faire énormément de sacrifices. Le sacrifice de son humanité, par exemple, et ça on en reparlera. Et voilà quoi, il comprend bien qu'il ne l'accepte pas, mais il le comprend que son père, il a eu les jetons. C'est, oui, on va en simplifiant au maximum, je vous dis, en simplifiant au maximum. Le retour de Dame Jessica suscite aussi beaucoup d'interrogations. Alia, elle est terrifiée, bien qu'elle ne le montre pas,
mais elle sait pertinemment ce qui va en découler. Sa mère va griller tout de suite qu'elle est possédée, il va y avoir un jugement pour possession, et ça va être tout un bordel. D'ailleurs, Dame Jessica est victime d'une tentative d'assassinat dès son arrivée sur Arrakis, mais étant donné que il y a eu les efforts coordonnés de Stilgar et de Gurney, voilà, l'attaque elle a été facilement étouffée. D'ailleurs, toute la coordination, toute la contre-attaque, ça a été fait à l'insu d'Alia, donc elle est pas contente. Oui, vous faites des plans, vous m'en parlez pas, nanani. Elle commence déjà à nous faire chier. Non mais Choco... Grâce à son éducation Bene Gesserit, Jessica arrive à déceler tout de suite qu'il y a un problème chez sa fille, elle est possédée, mais pour l'instant elle dit rien. Elle a par la suite l'occasion de rencontrer ses petits-enfants, Leto et Ganima. Leto lui apprend qu'elle va être bientôt victime d'une tentative d'enlèvement, et il lui demande de se laisser faire, il lui demande de lui faire confiance. Bon, elle essaye d'avoir quelques explications, mais voilà, Leto il a une forte personnalité, plusieurs personnalités d'ailleurs, même bien qu'il les maîtrise, et grâce au pouvoir de la voix, déjà il l'a fait taire. Bon, elle est choquée, Dame Jessica, quelqu'un s'est servi de la voix contre elle, et en plus elle est troublée parce qu'il y a une certaine ressemblance entre Leto 2 et son duc Leto à elle. Donc bon, Jessica, voilà, quand même, elle obéit, elle fait ok, bon. Il lui fait comprendre d'ailleurs, Leto, que c'est le chemin qu'elle doit prendre et qu'elle va justement rencontrer un étudiant très intéressant. Et attends là, CTRL Z là, on fait une petite interlude, on explique un truc. Allume la cam. Oui, voilà, tu veux quoi? Oh la gueule que t'as. Je t'emmerde, Choco, je t'emmerde. Faut leur parler de Jacurutu. Jacurutu? Ouais, on peut faire une parenthèse là-dessus, en effet, ça me semble important. Ben, Jacurutu, c'est un sietch, un très vieux sietch du désert profond d'Arrakis, et c'est des Fremen, mais des Fremen sauvages. Bon, déjà, je vous laisse voir, quoi, parce que déjà, on qualifie les Fremen de sauvages. Alors, si les sauvages disent qu'il y a encore des gens plus sauvages qu'eux, c'est, voilà, quoi, c'est les super saiyans des Fremen, en quelque sorte. Enfin, voilà. Et c'était des voleurs d'eau. Eux, que tu viennes d'Arrakis, parce qu'en général, on vole l'eau au hors-monde, à ceux qui ne sont pas d'Arrakis, sachant que Arrakis est une planète très aride, où l'humidité n'existe pas, et qu'un corps humain est composé de 70% d'eau, ben voilà. Les Fremen volent l'eau des hors-mondes, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien à faire sur Arrakis. Les Fremen de Jacurutu, c'est différent, parce que eux, que tu viennes d'Arrakis ou pas, on te zigouille et on te prend ta flotte. Alors bon, les autres sietch, ils ont commencé à avoir les boules, ils se sont unis les uns aux autres, et ils sont allés à Jacurutu et ils leur ont fait la peau. Voilà, ils ont été zigouillés, pratiquement tous zigouillés. Il y a eu quelques survivants d'ailleurs, bon, ils ont simplement, voilà, se sont planqués, et par la suite, ils ont renommé le sietch Fondak. Mais ça reste plus ou moins la même chose, quoi. Ils sont restés plus discrets, mais ils sont toujours en marge des Fremen, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, c'est important de savoir aussi que quand Muad'Dib a disparu, quand voilà, il s'est enfoncé dans le désert peu après la naissance de ses enfants, il a été, comme qui dirait, retenu prisonnier par les Fremen de Jacurutu. De leur côté, les jumeaux, ils décident de se barrer eux aussi. Alors ils prennent leur petit pactage et ils s'en vont dans le désert. Manque de bol, v'là les tigres. Et oui, et en plus ils portent les vêtements qu'il fallait pas porter. Drôle de coïncidence, hein. Enfin bref, les tigres poursuivent les deux jumeaux arrivent à leur échapper, à leur faire la peau, mais Ganima est blessée. Et elle ne peut pas continuer le chemin. Ganima s'auto-hypnotise pour réellement penser que son frère a été tué par les tigres, et elle retourne à Arrakeen, chez sa tante, mais en fait elle se met sous la protection de Stilgar. Leto, lui, continue son chemin à travers le désert, mais il se fait attraper. Mais pourquoi Alia veut-elle buter sa mère? Bon, bah déjà c'est pas vraiment Alia, c'est le baron Harkonnen qui l'a vraiment possédé, quoi. C'est le cas de le dire. Et Dame Jessica, c'est la mère de Muad'Dib. C'est la mère d'un dieu.
Donc dans le culte de Muad'Dib, techniquement elle est au-dessus d'Alia pour les Fremen. De plus, il y a beaucoup de vieux Fremen qui ont participé aux premières guerres quand Muad'Dib est arrivé au pouvoir, et pour eux, Dame Jessica, c'est un symbole. De plus, c'est un peu comme dans un conseil d'administration ou ouais, dans une société. Il y a des gens qui ont des parts majoritaires dans la société et donc ils ont le droit à un siège au conseil, ce genre de choses. C'est plus ou moins la même chose pour Dame Jessica, mais elle a pas un siège, elle a un trône. Et là, justement, il y a une séance de doléances à Arrakeen, et vous savez comment ça se passe, les gens y viennent, ils se plaignent, et puis on explique encore une fois à Perceval qu'il a rien à foutre là. Et là, on va parler d'Al-Fali. J'aime bien Al-Fali. Je savais pas que t'aimais les gens. Ah, c'est bon. Alors, Al-Fali, c'est un Fremen qui a participé aux premières guerres avec Muad'Dib quand il a pris le pouvoir. Et il est venu se plaindre d'un sujet très important, c'est que, oui, en effet, Arrakis devient un paradis verdoyant, mais le désert recule et les vers des sables se font de plus en plus rares. S'ensuit alors une tentative d'assassinat, et c'est tellement maladroit, c'est tellement mal fait que au début on a l'impression que c'est Al-Fali qui est la cible. Al-Fali le croit d'ailleurs, il pense que c'est pour l'empêcher de parler, donc il maîtrise son assaillant, très facilement d'ailleurs, et par la suite, non, Jessica lui fait bien comprendre que non, c'était pas une tentative d'assassinat contre toi, Fedai King, c'était une tentative d'assassinat contre moi. Et là, elle fixe bien sa fille, et elle lui dit, oui, je sais que c'est toi, espèce de sale abomination qui a voulu me tuer. Et oui, à ce moment-là, Alia a un petit geste qui l'a trahi, c'est un petit mouvement. En fait, elle passe ses doigts sur sa tempe. D'abord l'index, ensuite le majeur, l'auriculaire, et de façon successive, et elle fait des petits cercles. Et ça, c'est une habitude qu'avait aussi le baron Harkonnen quand il se mettait à réfléchir. Donc voilà, il n'y a plus de doute possible. Jessica, maintenant, on a la confirmation. Alia, elle est possédée, ça elle le savait, mais maintenant, elle sait par qui. Par le baron Vladimir Harkonnen. Sur Salusa Secundus, Farhan a été mis au courant de la tentative d'assassinat contre les jumeaux Atreides, de la propre bouche de sa mère. Elle lui explique que voilà, c'est des joutes politiques pour l'accession au pouvoir, que ce sont des choses, normales. Mais Farhan, lui, il est choqué. Il est choqué parce que, non, c'est pas ses méthodes à lui. Il comprend pas. Et de plus, il fait bien comprendre à sa mère que, attendez, c'est moi, le futur empereur, va peut-être falloir un petit peu plus m'écouter maintenant. Ça fait un moment déjà que Farhan en a assez des manigances de sa mère. Déjà, il y avait eu l'histoire du ver des sables quelques années auparavant. Ils avaient réussi à capturer un ver des sables sur Arrakis et le faire venir sur Salusa Secundus. Pour Farhan, ça, c'était un énorme risque. Si Muad'Dib l'avait appris, ils auraient envoyé les Fremen sur la planète et ils auraient tous été égorgés. Le ver est mort quelques années plus tard et le plan n'a pas marché, tout compte fait. Mais voilà, ça, les plans foireux à la Vencisia, Farhan, il commence à bien les connaître et il voudrait bien changer ça. Et on n'a pas parlé aussi de la rumeur là où Dame Jessica apparemment elle serait en couple avec Gurney Halleck. C'est quand même bizarre. Ouais, c'est bon, ils en parlent légèrement, c'est Alia, je crois que c'est Alia d'ailleurs qui y pense à un moment, et elle disait que cette information, elle avait pensé que cette information pourrait éventuellement être utile, mais dans l'histoire, ça n'a pas vraiment sa place, je trouve. C'est une donnée parmi tant d'autres, mon Choco. Il est vrai qu'on aurait pu parler aussi un peu plus de la relation qu'il y avait entre Alia et Javid, l'un de ses prêtres. Bon voilà, c'est tout simplement son amant. Ça lui a permis de grimper un peu plus dans la hiérarchie du culte de Muad'Dib, mais bon, il n'y a pas de sentiment. Jessica et Al-Fali arrivent à joindre un siège dans le désert, et là, Jessica explique à Al-Fali, non, il faut que tu rejoignes Stilgar, il faut que tu lui expliques la situation, ma fille est possédée, il faut qu'on lui fasse un procès pour possession. Après cela, Jessica a un visiteur, il s'avère que c'est Duncan Idaho. Jessica comprend ce que lui avait dit son petit-fils un petit peu plus tôt à propos du fait qu'elle allait être victime d'un enlèvement. Elle accepte de suivre Duncan.
Duncan ne veut pas dire au vieux Naïb et aux Fremen où est-ce qu'il emmène Dame Jessica. C'est une fois à bord qu'il informe Dame Jessica qu'il va l'emmener sur Salusa Segundus, non pas sous les ordres d'Alia, mais sous les ordres du prêcheur. Du prêcheur, eh ouais. Le plan, elle doit faire l'éducation de Faran. Elle doit l'éduquer à la manière Bene Gesserit comme elle l'avait fait pour Paul il y a plusieurs années. Et le petit Leto, qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Bah, il a été capturé. Son but, c'était, avec sa sœur d'ailleurs, de se barrer dans le désert afin de retrouver le prêcheur. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, et Leto a été attrapé. Il se réveille, il voit qu'il est attaché, ligoté, et qui c'est qu'il voit se pencher au-dessus de sa tête? Gurney Halleck. Comment on se retrouve? C'est bizarre quand même, parce que bon, Gurney Halleck, bah déjà, c'est un... Avec Duncan, c'est les plus fidèles soldats Atreides, alors qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Eh bien en fait, il suit les ordres de Dame Jessica. Elle lui a dit que le petit Leto devait subir les transes d'épices, tout comme son père les avait subis lui aussi. Et donc le pauvre Leto, bah, il est gavé d'épices, qui fait que ça décuple, donc bon, définition de décupler multiplié par 10. Un commentaire, Choco? Non, j'ai rien à dire. Merci. Et eh bien, ces visions, il les a. Le passé, le présent, le futur, et bon, voilà quoi, il sait pertinemment qu'il a un chemin à prendre, il en avait déjà des sérieux doutes, et maintenant il en a la confirmation. Il arrive à se barrer, il profite d'une tempête de Coriolis, je crois, pour, voilà, dans la confusion pouvoir se barrer, mais en fait, tout ça c'était un plan qui était déjà orchestré, ainsi que le fait qu'il allait se barrer, c'était prévu. Par qui? Et ben en fait, il y a un Fremen qui est là. Comment il s'appelle déjà ce connard, Choco? Namri, au distil pourri. Merci. Et donc, ce gars-là, eh bien, c'est le papa de l'amant d'Alia d'ailleurs. Je vide le gars qui se vide. Et il explique à Gurney, bah en fait, on t'a un petit peu menti, on n'a pas agi sous les ordres de Dame Jessica, elle a rien à voir là-dedans, en fait, on a agi sous les ordres de Alia. Alors, et en plus de ça, mon pote, il s'est barré, le petit Leto, mais on savait pertinemment qu'il allait se barrer, et son frame kit et son destil, il est tout pourri, et il ira pas loin. En apprenant ça, Gurney, c'est ni une ni deux, il bute le Fremen, et il s'en va à la recherche du jeune Leto à travers le désert. Pendant ce temps, loin, très loin, dans une partie de l'univers, Omnius et les machines pensantes pensent leur plaie. Mais de quoi tu parles? C'est même pas dans le bouquin, ça. Bah si, dans les... Oui, dans les quoi? Et bah dans le triomphe de Dune, ils expliquent que les machines pensantes, elles avaient survécu à la bataille de Corin, et qu'elles avaient envoyé des sondes, et que l'une d'entre elles avait réussi à atterrir sur une planète, et que les machines pensantes ont réussi à créer le monde de Synchronie. Donc, j'ai raison. Mais c'est pas dans le bouquin. Oui, mais chronologiquement, Synchronie est déjà là quelque part au bout de l'univers. Mais pourquoi tu parles de ça dans le roman Les Enfants de Dune? Bah on a gagné quelques minutes pour la vidéo. Mais tu serais pas un putain d'escroc, toi, quand même? Ah, au fait, j'ai fait une chanson sur la fille du boulanger, tu veux l'entendre? Non, on la mettra à la fin, si tu veux. Sur Salusa Segundus, oui, eh bien, Dame Jessica s'occupe de l'enseignement de Faran, et il s'avère qu'en effet, c'est un élève très intéressant, très doué. Jessica d'ailleurs au bout d'un moment gagne sa confiance, gagne même un petit peu la confiance des Corino, entre guillemets, et elle sous-entend qu'une alliance, Atreides, Corino, un mariage entre Faran et Ganima, ce serait une très bonne chose, ça pourrait faire la paix. La paix, c'est quand même ce que tout le monde veut depuis un moment. Mais Duncan Idaho, lui, grâce à ses computations de Manta, il voit que c'est encore une manigance. Ça, c'est quelque chose qui va servir le Bene Gesserit. Et voilà, leur plan génétique à la con, là, on va croiser génétiquement les Atreides et les Corino. C'était son but depuis le début, en fait. Voilà, Duncan, il en a ras-le-bol de tout ça, et il présente sa démission à la maison Atreides, voilà, face à Dame Jessica. Et il se barre, il retourne sur Arrakis.
Ganima, elle est en larmes, elle est persuadée que son frère est mort suite à l'attentat des Corino, et en plus de ça, on lui dit, bah voilà, on a arrangé un petit mariage entre toi et l'héritier des Corino, Farhan, qu'est-ce que t'en penses, on fait ça jeudi? Bon, évidemment, je plaisante un peu, mais bon, vous imaginez la scène. Pour Ganima, c'est hors de question. Elle est choquée. Je vais quand même pas m'associer avec les gens qui ont tué mon frère et certainement pas épouser l'un d'entre eux. Et je vous préviens, moi, je vais l'égorger dans le lit nuptial. Non, elle a dit qu'elle allait lui couper la bite. Non, elle a parlé de lit nuptial, Choco. Irulan essaye de la raisonner, mais bon, elle se fait gentiment envoyer balader. Alia, elle, ça, s'en fout, hein, après tout. Déjà, grâce, on va dire, à, faute d'un meilleur terme, des procédés juridiques et des procédés administratifs, elle a réussi à retarder le jugement de possession qu'elle doit subir. Et bon, si Ganima tue l'héritier des Corino, bah voilà, il n'y a plus de Corino, on s'en fout quoi. Elle, ça l'arrange bien. De plus, ça retardera le mariage, il n'y aura pas de mariage du tout. Ça lui permettra, elle et au baron, de mettre quelque chose en place afin de pouvoir rester au pouvoir beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, à propos de l'évasion de Leto, là, il faut quand même souligner qu'à un moment, il a fait une espèce de tentative de drague façon Julio Iglesias avec une Fremen plus vieille que lui. Ça faisait vachement Licorice Pizza. T'as un problème avec Licorice Pizza? On en reparlera. Oui, mon Choco, si tu veux, on va en parler. Alors, cette Fremen, elle s'appelle Sabia, il me semble. Et elle est du siège de Jakurutu, Chulok. Voilà. Un peu plus tard d'ailleurs dans l'Empereur Dieu, il sera stipulé qu'elle est en effet, oui, la première fiancée de Leto. Mais voilà, c'est que de l'oral. De l'oral. Évidemment, ça m'aurait étonné que ça te fasse pas marrer, ça. Arrive le jour du Kwisatz Haderach, et là le prêcheur se pointe sur la place d'Arakyn, il continue à prêcher, il en met plein la tête à Alia, il en met plein la tête à l'Imperium, il en met plein la tête à la religion de Muad'Dib, et je crois même qu'à un moment il dit « Tu crains Jérôme Paquette !» Non. Il a pas parlé de Jérôme Paquette. Ne parle pas. D'accord? Ok, mais y a Alia, elle est planquée dans la foule, et voilà quoi, elle est en mode furtif. Manque de bol, bah voilà, elle s'est fait griller. Muad'Dib, c'est bien le prêcheur, ou le prêcheur c'est bien Muad'Dib, j'ai parlé en Yoda là, excusez-moi. Et oui, elle s'en rend compte, ce fameux prêcheur, c'est bien son frère, elle le reconnaît. En plus, en passant à côté d'elle, en partant, il lui dit « Au revoir, ma sœur !» Tu sais que t'es presque flippant quand tu... Je vais reprendre. Pendant ce temps, Leto Atreides, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, malgré son frame kit tout pourri, il a réussi à rejoindre un kanat, un bassin, et il y avait quoi dans ce bassin? Des truites des sables. Alors les truites des sables, pour simplifier au maximum, ce sont la forme, on va dire, embryonnaire des vers des sables. Mais bon, vraiment je simplifie au maximum, hein. C'est tout un cycle. Et donc ces truites des sables se collèrent à la peau de Leto jusqu'à lui faire une seconde peau qui aurait recouvert tout son corps, comme une armure. Le terme exact ce serait plutôt scaphandre, mais bon, plus personne n'utilise ce terme maintenant. Bref, et avec voilà ce scaphandre, Leto a eu donc sa vitesse et sa force décuplées. J'ai déjà donné la définition de ce mot tout à l'heure. Et il fonce à travers le désert. Pendant ce temps-là, y a Duncan, lui, il est au siège Tabre, et il essaye de convaincre Stilgar de rentrer en révolution contre Alia. Mais Stilgar préfère rester dans la neutralité. Mais là, il y a un truc qui se passe. Un truc, voilà, fallait que ça arrive. Qui c'est qui se pointe pour essayer de négocier avec les Fremen? Javid, le gars qui se vide. Choco, arrête de l'appeler comme ça. Et là, Javid, il dit, oui, mais ça, il faut revenir avec Alia, vous êtes avec l'Empire ou contre l'Empire, et vous, Duncan, vous en pensez quoi? Le Royal Cocu te remercie de lui avoir fait ce cadeau. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Stilgar, il est choqué. Et il essaye de se contrôler, mais Duncan l'insulte. Alors il lui balance des insultes, genre qu'il n'est pas le père de ses enfants, ce genre de choses. Ce qu'on appelle des insultes mortelles en Fremen. Et il lui en balance une ou deux.
Et au bout d'un moment, bah voilà quoi, Stilgar il pète un plomb et il tue Duncan. Vous avez fait le bon choix. 2 fois mort pour les Atreides. La seconde fois ne valant pas mieux que la première. La nouvelle arrive au palais d'Arakin et là, Alia, elle est choquée quoi. Donc là, il n'y a plus question de faire de demi-mesure, on massacre les Fremen. Bien sûr, c'est le baron Harkonnen qui la contrôle, mais bon, elle vient quand même aussi de perdre son mari. Vengeance. Stilgar ainsi que toutes les tribus alliées de cet homme seront pourchassés comme de vulgaires pauvres rats. Avant d'être tués, ils seront écorchés. C'est donc la guerre entre les hommes d'Alia, l'Imperium, et les Fremen du désert et Stilgar. On a un peu l'impression de revenir au temps où on combattait les Harkonnen. C'est ce que se dit d'ailleurs le vieux Naïb quand il réfléchit dans son siège. Alia, elle en démord pas. De plus, c'est le baron Harkonnen qui est au contrôle, donc lui, voilà, hein, sa technique c'est génocide, 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 et si ça marche pas, bah, on génocide plus. Mais croyez pas que les Fremen se laissent faire, bien au contraire. Stilgar, au bout d'un moment, il commence à en avoir ras-le-bol et il convoque les anciens Fedaykin, les chevaucheurs de verre, et il décide de foncer sur Arrakid pour en découdre avec Alia. De son côté, Leto, lui, bah, il court à travers le désert, voilà, il s'éclate et il finit par tomber sur le prêcheur. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le prêcheur, c'est bel et bien Muad'Dib, donc son père. Alors, ils ont une conversation de père à fils, mais aussi de prescient à prescient. Leto explique à Muad'Dib qu'il va emprunter le chemin doré. Muad'Dib essaye de le convaincre du contraire. Il lui dit que ça va vouer l'humanité à une stagnation complète. Oui, parce qu'en fait, on apprendra plus tard dans l'Empereur Dieu de Dune qu'en fait Leto il va faire un truc qui s'appelle la paix de Leto. Et la paix de Leto, c'est aussi simple que le chacun chez soi. Les voyages spatiaux sont interdits, chacun reste sur sa planète et voilà, tranquillité forcée. Il n'y a pas de guerre, chacun reste chez soi. Mais bon, on sera amené à développer un peu plus ce concept quand on parlera justement de l'Empereur Dieu de Dune. Il explique aussi à son père que le culte de Muad'Dib c'est terminé maintenant. Il va falloir que Muad'Dib meure, spirituellement parlant. C'est terminé. Arrive le jour où les Corino débarquent sur la planète Arrakis. Alors là, t'as la Vencisia, elle descend, la tête haute. Elle est toute fière, je suis la maman du marié. Mais à peine elle a posé un pied sur le sable d'Arrakis, Farhan il la monte du doigt. Hé, c'est elle qui a fait un attentat contre les petits Atreides. C'est elle qui est responsable de la mort du petit Leto. C'est elle! Non mais ça va Choco, calme-toi. J'ai le devoir de vous avouer que les bêtes qui ont tué Leto, fils de Muad'Dib, ont été créées et entraînées sur ma planète. Et la régente de la maison Corino était-elle au courant? Elle a tout orchestré. Farad, lui, explique son cas, il plaide sa cause, en disant bien qu'il n'est pas responsable de la mort de Leto Atreides, qu'il n'était pas au courant de cet attentat. Quand il l'a su, c'était déjà trop tard. Ghanima le croit, et donc mais Alia, bon, elle n'a pas trop le choix, donc elle accepte, et donc les fiançailles sont maintenues entre Ghanima et donc Farhan, et cette fois-ci Ghanima y met un peu plus du sien. Sur la place d'Arrakeen, le prêcheur fait son dernier discours. Donc il continue à, comme le disent les prêtres, à blasphémer. Il en met plein la gueule à tout le monde. Sauf que là, il y a un prêtre un petit peu trop zélé qui arrive par derrière et qui lui met un coup de Chris. Et voilà, le prêcheur s'écroule devant tout le monde et voilà, sa capuche se rabaisse. Et là, les Fremen, les gens du peuple, se rendent compte, c'est Muad'Dib. Muad'Dib est mort. Dans son petit boudoir, Alia se marre. Et oui, l'Imperium lui tend les bras. Maintenant, c'est sûr, ce mariage, il va pas durer, il va forcément se passer quelque chose. Et Leto est mort. Vous m'avez cru mort.
moment, il y a le mariage de Farhan et de Ganima, mais voilà, un petit peu avant la cérémonie, Leto arrive. Il va voir sa sœur, il la soulève du conditionnement qu'il lui avait fait, donc, qu'elle s'était fait, et donc elle se rappelle que son frère, en fait, n'est pas mort, qu'il avait survécu à l'attaque des tigres. Alia, elle, quand elle voit ça, elle demande à ses gardes de l'arrêter, mais Leto, grâce à sa fusion avec les truites des sables, il est invincible et super rapide. Il arrache des portes, il envoie balader les gens à plusieurs mètres plus loin. Là, Alia se découvre et elle fait voir devant tout le monde qui elle est réellement, à savoir le baron Harkonnen. Salope de Bene Gesserit. Tu croyais pas échapper à ma vengeance. Tu croyais que j'allais être vraiment vaincu. Elle est à moi, tu entends. Ta merveilleuse Alia est à moi. Et tu l'as perdue. Et comme bien sûr tous les films, toutes les séries, tous les livres où il y a quelqu'un de possédé, à la dernière minute, la personne qui est possédée reprend ses esprits et redevient qui elle était, elle a un moment de lucidité. C'est ce qui arrive aussi à Alia d'ailleurs. Ça m'a déçu ce passage, mais bon, bref. Et là, Leto lui offre un choix, donc, écoute, soit tu acceptes le procès pour possession, soit, tu mets fin à tes jours. Il lui fait voir la fenêtre. Donc, Alia, elle a un dernier sursaut, on va dire, de lucidité, où elle arrive à prendre le dessus sur le baron Harkonnen, qui lui justement n'arrête pas de lui dire j'ai un plan, ne fais pas ça, mais non. Alia se jette par la fenêtre et voilà, c'en est terminé d'Alia. Leto donc s'assoit sur le trône, il devient le nouvel empereur, l'empereur Dieu. Il fait annuler le mariage entre Farhan et Ganima. Il explique à Farhan que de toute façon c'est lui qui épousera sa sœur. Bon, ce sera un mariage blanc, vous inquiétez pas, je vous vois déjà venir. Et que de toute façon, ça sera Farhan, le père des enfants de Ganima. Mais que officiellement, ça sera les enfants de Leto et de Ganima. Sachant de toute façon que Leto va vivre plusieurs milliers d'années, il n'y aura pas de guerre de succession et ce genre de choses, quoi. Déjà un problème de régler. Ouais, parce que la première chose que Leto il a perdu dans sa transformation, c'est son zizi. Oui, bon, c'est par rapport, c'est petite comparaison avec la légende d'Osiris. Bon, bref. Ensuite, Leto demande à Farhan de lui remettre ses Sardaukar. Il accepte difficilement parce que les Sardaukar, on va dire, c'est le dernier vestige de ce qu'étaient les Corino. Mais bon, il finit par accepter. De toute façon, Ganima lui dit, il vous les donnerait tôt ou tard, donc autant le faire maintenant. Par la suite, Farhan reçoit un nouveau nom, Ark-Alada, qui signifie le briseur d'habitude, et l'empereur fait de lui son scribe. Et d'ailleurs, il lui fait remarquer qu'il est satisfait que Dame Jessica lui ait appris des techniques de Bene Gesserit, surtout celle de mémorisation, comme ça, il n'aura pas à le suivre toute la journée avec des liasses de papier. Mais pourquoi il l'appelle le briseur d'habitude ? Parce qu'il sait que, voilà, tout au long de son règne, ils vont souvent être en désaccord, ils vont souvent se friter, verbalement. Un peu comme toi et moi. Oui, exactement, mon Choco. Et les Fremen alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont débarqué sur leur ver des sables ? Bah ouais, mais je crois qu'apparemment tout était déjà terminé, tu sais. Alors, les Fremen reconnaissent l'autorité de Leto, en tant qu'empereur Dieu, et donc, voilà, il y a, comme qui dirait, la paix. Bien sûr, Stilgar est très triste parce que Leto lui apprend que oui, le désert en effet, dans plusieurs centaines d'années, il va disparaître. Il disparaît au fur et à mesure. Il y aura bientôt plus de vers des sables. Ganima explique qu'il y en aura encore, mais bon, que ça sera des vers petits, des vers malades. Ça sera plus pareil. Mais que un jour, le ver des sables reviendra. Mais bon, là, c'est dans très 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 longtemps. Dame Jessica fait aussi part à Stilgar qu'il ne doit pas avoir de remords par rapport à la mort de Duncan. C'était, le rôle qu'il devait avoir dans cette histoire. Bon, c'est un peu cynique, un peu comme réflexion, je trouve, mais bon, c'est Bene Gesserit, on va dire. Ensuite, il y a une petite conversation entre Farhan et Leto.
sur le fait que Alia, d'ailleurs Alia, son eau a été versée sur le sable du désert. Quelqu'un qui a été une abomination, son eau ne peut pas être mélangée dans la cuve avec les autres. Non, c'est pas possible. Bref, et Leto dit à Farhan que Alia n'est pas la seule abomination. Mais qui en est une? Ganima? Leto? Dame Jessica? Le vendeur de frites? Mais vous avez qu'à lire le bouquin aussi! Oh, Choco, franchement, c'est pas très sympa comme manière de parler. Eh, on a déjà dit à peu près 60% du bouquin. Maintenant, s'ils aiment vraiment Dune, ils ont qu'à le lire. Vous avez qu'à écrire qui c'est l'abomination, écrivez-le en commentaire. Excusez-le, on a une semaine très chargée. Et donc, bien voilà, c'est ainsi que se termine le livre Les Enfants de Dune. J'espère que vous avez apprécié. J'ai remarqué qu'un autre youtubeur, Daigus, avait fait aussi le livre Les Enfants de Dune. J'ai beaucoup aimé son adaptation, je vous invite à aller le voir aussi, il fait du très très bon travail. Ouais, meilleur que toi. Oh, je t'emmerde, Choco. Lui, là, au moins, il a pas un binôme qu'il doit supporter à longueur de temps. Hé! Bref. Ceci dit, le prochain sujet, je sais pas encore ce que ce sera, si on va traiter directement un livre ou si on va parler plutôt d'un personnage, par exemple approfondir un peu plus le personnage de Leto 2 Atreides. Voilà, sur Ganima, il n'y a pas grand chose à dire de plus au jour d'aujourd'hui, quoi. Enfin voilà les Fremen, bien, au revoir. Ouais, salut! Alors ouais, ma chanson, c'était... Ah oui, on peut avoir de la musique? Non. Ok, bon bah je vais me débrouiller alors... Tous les jours je serai bourré chamé, tu devras tout encaisser. Ma sale humeur, ma méchanceté, cela même sans jamais broncher. Et tu me donneras tout ton salaire, histoire que j'ai de l'argent de poche. Tu n'es que la fille de la boulangère, tu trouveras pas de mec, t'es trop moche. Non mais Choco... Non mais t'es complètement ouf. Non mais on dit pas les choses comme ça. C'est ma copine.